le grand oral des grandes gueules. Nous sommes avec l'historien Nicolas Offenstadt. Bonjour. Bonjour. Déboulonner les statuts, vous dites pourquoi pas, en tout cas, il y a débat. Or, Emmanuel Macron, lui, il a été très clair dans son allocution du 14 juin. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État. Je vous le dis très clairement, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statuts. Il a tort de dire ça ? Il s'est mal exprimé, à mon avis. C'est évidemment quelqu'un de malin, qui a une bonne connaissance des questions historiques, mais il a confondu deux choses. Il a confondu l'histoire de France avec les débats contemporains sur la mémoire. Et à mon avis, il faut préciser les choses. L'histoire, évidemment, c'est un récit qui est fait par les historiens, qui est raconté à l'école, dans les lycées, qui est raconté pour ceux que ça intéresse dans les livres, dans les médias. Ça, c'est un récit, évidemment, qui est relativement stable, qu'on essaye de rendre le plus objectif, le plus sérieux possible. Et puis, il y a autre chose, et c'est là où Macron, le président de la République, a confondu les choses. Il y a la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est la manière dont nous, on vit l'histoire au présent. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a une histoire un peu différente, on n'est pas tous les mêmes, on a des sensibilités, par rapport, on peut être plus sensible à l'histoire des ouvriers ou au contraire à l'histoire des industriels. Chacun a ses sensibilités. Et là, c'est une question de débat public. Donc ça, on peut évidemment y toucher. Vous savez, les statues, elles n'ont pas cessé d'être déboulonnées dans l'histoire. Les noms de rues, ils changent tous les jours. C'est du ressort des municipalités. Et c'est ça la confusion qu'a fait le président de la République. Il a confondu l'idée de l'histoire, évidemment quelque chose qui doit être établi, relativement solide, éprouvé par les historiens, même s'il y a toujours débat, on y reviendra. Et puis il y a notre mémoire, notre sensibilité. Oui, mais là, on a l'impression qu'aujourd'hui, pour défendre une cause contemporaine, on s'en prend à des figures telles que le général de Gaulle, vandalisé, la statue de Colbert devant l'Assemblée est vandalisée, celle de Léon Gambetta, Churchill en Grande-Bretagne. Est-ce que ça, c'est utile, en fait ? Alors il y a deux choses. C'est du débat, en fait. En fait, le vandalisme, c'est évidemment pas du débat, on va écarter ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est d'ailleurs international, d'abord, le premier élément qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est pas français seulement. Vous savez, il y a des statues qui sont tombées à San Francisco, il y en a qui sont tombées en Angleterre, il y a des débats en Espagne, en Italie. Donc ce qui est intéressant, c'est d'abord la dimension internationale, c'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement d'interrogation sur le passé. Alors le vandalisme, c'est une chose sur laquelle on va laisser de côté, ça c'est une action militante, mais sur le fond, oui, moi je pense que de nouvelles générations, que des gens différents se disent finalement quel est le passé de la France qu'on a envie de voir valoriser, c'est une question dont on peut débattre. Vous savez, les statues, elles ne cessent de changer. Mais quand on met négrophobie d'État sur la statue de Colbert, on utilise un terme actuel qui n'avait aucun sens à l'époque de Colbert, négrophobie d'État. Oui, mais d'ailleurs la statue de Colbert, elle n'a pas été érigée à l'époque de Colbert. Oui. Elle a été érigée bien plus tard. C'est qu'à un moment donné, on a choisi de le valoriser. Comme on peut choisir un jour. C'est rarement du vivant des gens qu'on fait des statues. Ça peut arriver, mais, oui. Mais donc du coup, la question, c'est en fait la question que posent ces mouvements, c'est qu'est-ce que nous on a envie collectivement tous de voir comme statut? Quel personnage on a envie de voir dans l'espace public? Si on est 6 autour de la table, je suis sûr qu'on aura 6 réponses différentes. Donc comment on fait? Alors il y a il y a plein de solutions d'ailleurs. Il y a plein de solutions. Moi, il y a une solution que je trouverais intéressante quand il y a vraiment de gros débats. Il y a des choses qui sont des actions militantes qui n'ont pas d'intérêt. Il y a des tags qui me semblent sans discussion. Il suffit de les effacer. Mais quand il y a une vraie question de fond, par exemple, quand c'est vraiment des gens qui ont été des colonialistes, qui ont exercé de la violence, il y a un certain nombre de généraux qui, lorsqu'il y a des expéditions coloniales, le maréchal Bugeaud, par exemple, qui méritent discussion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, premièrement, il faut être informé. Moi, je pense que les historiens ont un vrai rôle à jouer. Souvent, les gens parlent très très vite de ces questions-là sans voir les différents aspects. Donc, je pense qu'on pourrait organiser, comme on l'a fait dans certains cas, de véritables débats public sur les questions les plus chaudes, pas sur tous, évidemment, il y a des excès. Mais pour ce qui est le plus important, on dit aux historiens, venez expliquer aux gens qui sont intéressés, à ceux qui veulent déboulonner, à ceux qui... Expliquons-leur, voilà, qui était Bugeaud, qui était Faidherbe, qui était Colbert, et ensuite on peut organiser un débat, parce qu'évidemment, ces gens sont multiples, ont plusieurs aspects, représentent plusieurs dimensions de l'histoire de France. Donc le premier élément, c'est déjà de s'informer. Et ensuite, on peut organiser un débat en disant qu'est-ce qu'on a envie de valoriser? Parce que les statues ou les noms de rue, évidemment, c'est une chose, mais on peut les mettre ailleurs, ces grands hommes. Alors, tour de table de questions. On commence par Maître Soubré. Oui, alors c'est vrai que les noms de rues changent constamment. C'est vrai que des statues qui sont là aujourd'hui n'étaient pas forcément là il y a un siècle ou il y a 2 siècles, et que c'est dans l'ordre des choses aussi, qu'effectivement on mette d'autres statues. Ok. Je suis absolument d'accord avec vous sur l'idée du débat. C'est essentiel de débattre sur certains points. Mais après, j'ai envie de vous dire, parce que je vous ai regardé tous et je suis la seule femme ici. Et en fait, dans l'histoire, je vais vous dire, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la place des femmes. Et elles sont où les femmes en fait dans vos histoires? Parce que là aujourd'hui on veut nous dire oui, regardez ceux qui ont colonisé, les colons, les colonisateurs, les colonisés, etc. Très bien. Très bien, et ça je veux bien qu'on en discute. Mais en premier lieu, quelle que soit leur couleur,
les femmes dans l'histoire et dans l'histoire de France, nous, on n'est pas en train de revendiquer. Moi, je pense qu'en fait, ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de déboulonner l'existant, c'est qu'on mette en avant tous ceux qu'on a laissés dans l'ombre pendant tant de siècles. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, vous savez, il y a eu des progrès qui ont été faits dans ce sens-là, c'est-à-dire de donner plus de rôle aux femmes dans l'histoire. Alors, il y a un problème objectif, c'est qu'évidemment, du point de vue des responsabilités politiques ou des responsabilités économiques, historiquement, les femmes ont été dominées. C'est la domination masculine par essence. Et donc, évidemment, elles n'ont pas toujours occupé des positions de pouvoir. Elles l'ont parfois fait, mais pas toujours autant que les hommes. Et alors, mais attendez, elles ne faisaient pas que ça. Enfin, je veux dire, effectivement, si vous prenez des chefs de guerre, parce qu'il y a ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on représente toujours des militaires, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne valorise pas plus les femmes, elles étaient écrivains quand même. Elles avaient quand même des rôles. Enfin, elles sont... Absolument. D'ailleurs, je vais vous donner 2 initiatives qui m'ont paru intéressantes justement pour valoriser le rôle des femmes. Il y a des collègues qui ont écrit un manuel d'histoire pour l'enseignement secondaire à part égale, c'est-à-dire en donnant autant de place aux femmes qu'aux hommes. Alors les collègues peuvent l'utiliser, ça existe maintenant. Donc vous voyez, il y a eu quand même des progrès. Les historiens ont été actifs et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'autre exemple qui m'a frappé en Allemagne récemment, c'est que dans un certain nombre de régions, peu importe lesquelles, on valorise les femmes célèbres du lieu. Donc c'est-à-dire que partout il y a des panneaux qui indiquent des femmes qui peuvent avoir été que ça peut être des bonnes sœurs ou des militantes socialistes, peu importe l'orientation, mais il y a un panneau qui met en avant volontairement l'histoire des femmes. Donc vous voyez, il y a des moyens effectivement en rajoutant. Vous avez raison, mais est-ce qu'on va pas tomber, et je ne remets pas en cause ce que dit Marianne, mais est-ce que chacun va devoir défendre sa cause? Alors oui. Donc je suis la moitié de l'humanité, pardon. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis. C'est pas, mais si on pousse la logique jusqu'au bout, chacun aura sa cause à défendre. Chaque communauté va vouloir. Attendez, nous dans notre communauté, on a cette personne, etc. Et après, ça va être compliqué quand même. Ça peut être compliqué, mais moi je trouve ça assez intéressant parce que ça nous rappelle aussi qu'il y a des histoires plurielles. On dit toujours il y a l'histoire de France avec des grands hommes, bien sûr, il y en a qui sont incontestables, qui ont joué un rôle, mais il y a aussi des tas d'histoires qui ont effectivement été peu valorisées. L'histoire des ouvriers, par exemple, pendant très longtemps, effectivement, l'histoire des colonies. Donc il y a tout un ensemble d'éléments où on peut avoir des histoires plurielles. Alors des histoires plurielles, ça ne veut pas dire que vous commencez à séparer tout le monde, ça veut dire qu'il y a des récits qui sont différents et qu'on va essayer de valoriser. Parce que tout le monde ne peut pas se reconnaître dans les mêmes choses. Donc moi je trouve que c'est intéressant de valoriser une histoire plurielle. Ça ne veut pas dire que vous renoncez à raconter un grand récit, ça veut dire qu'à cet intérieur-là, vous prenez en considération d'autres histoires. Alors, il y a des moyens de le faire, on le fait d'ailleurs, vous savez. Il y a des journées commémoratives qui sont rajoutées, il y a des statuts qui sont rajoutés. On en rajoute tout le temps des statuts. Il y a même... on débaptise des noms de rue. Oui, on débaptise, mais on rajoute aussi, vous le disiez, mais par exemple, il y a une initiative il y a quelques années qui a fait débat, vous vous en souvenez, ce personnage tonitruant de Montpellier, Georges Frêche, qui avait décidé de mettre des statuts des grands hommes du XXe siècle. Et alors, de manière assez œcuménique, il avait mis aussi bien des dictateurs que des figures plus démocrates. Il avait même pensé à Mao Tse-tung. On avait débattu ici. Voilà. Donc du coup, vous voyez, on peut tout imaginer. Et lui, il disait, il était évidemment, on ne pense pas qu'il était très maoïste. En tous les cas, il n'a pas gouverné comme ça sa région. Pas vraiment. Mais voilà, il avait envie de valoriser les hommes. Donc vous voyez, chacun s'approprie les choses comme on veut. Ça a suscité un débat. Alors, Gilles Raveau, question, monsieur le prof d'éco. Moi, j'ai une question de prof parce que notre rapport à l'histoire, pour la plupart d'entre nous, en fait, on fait de l'histoire, et beaucoup d'ailleurs, au collège et au lycée. Et pour la grande majorité d'entre nous, après, ça s'arrête là, sauf évidemment les émissions incontournables de Stéphane Bern. Et il y a une question que je me pose, et qui est particulièrement vive en économie, mais qui je pense se pose dans toutes les disciplines, c'est que les élèves ont besoin de certitude, d'un côté, mais d'un autre côté, on doit absolument leur apprendre 2 choses. D'une part, que toute réalité est complexe, et d'autre part, qu'il y a un travail des scientifiques, et que l'histoire, elle est écrite par des historiens qui ont des intérêts, qui se posent des questions. De même que l'histoire... Qui évolue d'ailleurs, l'histoire. Mais de même que les maths, il y a des conflits dans les maths, il y a des conflits dans les sciences, on le voit avec le Covid, il y a des conflits dans les médecins. Et je trouve que l'enseignement, alors ça fait longtemps que je n'ai pas été au lycée, mais je trouve que l'enseignement scolaire, justement, le terme le dit, au collège et au lycée, est beaucoup trop affirmatif. Et je trouve ne forme pas du tout les élèves à la démarche scientifique en général. Donc au débat, à la contradiction. Et à la production de connaissances. Alors, je vous trouve très sévère pour mes collègues du secondaire. Moi j'ai d'abord enseigné dans... C'est les programmes, c'est pas les collègues. Les collègues, la discussion critique, même l'historiographie est de plus en plus intégrée, y compris la mémoire. Au lycée, maintenant, on n'enseigne pas seulement les périodes, par exemple la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la mémoire. Et vous avez tout à fait raison de dire que l'histoire est une science qui évolue, et ça, c'est important dans notre débat. Pourquoi est-ce qu'on peut discuter des statues ou des noms de rue? Pourquoi est-ce qu'on peut discuter de n'importe quel personnage? Parce qu'on découvre encore, même sur des événements très importants, de nouveaux éléments. Je vais vous donner 2 exemples. Le baptême de Clovis, vous allez me dire ça quand même, c'est la bonne histoire de France, bien lourde, etc. La date, elle change tout le temps.
C'est-à-dire qu'il y a des articles très savants, très sérieux, qui discutent exactement pour savoir quelle religion Clovis avait, laquelle il a adoptée, à quelle date ça a eu lieu. Et moi, parfois, quand j'enseignais l'histoire médiévale, j'écrivais aux spécialistes pour dire on en est où, pour ne pas dire de bêtises, tellement la science avançait vite. Et encore plus près de nous, la bataille de Verdun. Vous savez qu'on discute encore aujourd'hui pour savoir pourquoi les Allemands ont déclenché la bataille de Verdun en 1916. Donc l'histoire, c'est une matière vive. Donc il est normal qu'on puisse en débattre. Les historiens ne savent pas tout, ils progressent, y compris sur des grands événements. Pour en débattre, il faut aussi avoir la connaissance. Ceux qui taguent, qui s'en prennent, est-ce que vraiment ils savent précisément à qui ils s'attaquent? Moi, c'est ça qui me gêne un peu. C'est très bien de militer, de faire des actions un peu coup de poing, etc. Mais est-ce que c'est bien le débat, c'est bien de remettre tout en cause, mais avant, il faut la connaissance pour pouvoir ensuite débattre et remettre en cause. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que, d'ailleurs, les médias ont aussi un rôle à jouer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'émissions. En France, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'émissions où on peut discuter d'histoire, comme ici ou ailleurs. Et donc, je pense qu'effectivement, la connaissance est un préalable au débat. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il faut essayer d'organiser des forums un peu plus souvent, peut-être, sur les questions débattues et donner cet élément de connaissance. Je partage tout à fait votre point de vue. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que tous ces mouvements d'interrogation sur le passé dont on parle, ils ne veulent pas traiter de l'histoire. Ils veulent juste attaquer des symboles. Et moi, ce que je regrette dans notre société, c'est qu'il y a quand même un paquet de gens autour de nous qui, aujourd'hui, de la vie de leurs ancêtres, s'en sont fait un fonds de commerce et revendiquent, quand on parle d'esclavage, il y a quand même un paquet de gens aujourd'hui qui montent des associés et tout ça. Et vraiment, ils en ont fait c'est devenu un business. Et donc, on ne traite plus de l'histoire. La mémoire est un business. Voilà, on veut juste s'attaquer à un symbole. Et moi, ça me gêne un peu parce que, je trouve que un des problèmes de notre société, c'est qu'on est toujours l'œil dans le rétroviseur. On passe plus dans regarder ce qui s'est passé que ce qui va se passer. Et ce qui s'est passé, on sait très bien qu'on n'y changera plus rien. Donc l'avenir, il n'est pas là. Donc je suis d'accord qu'on ne doit pas ignorer l'histoire, c'est très bien. Mais moi, je trouve dommage que ça s'est rendu à prendre une place dans la société où ça me gêne. J'ai envie de dire que celui qui aujourd'hui veut s'intéresser à l'histoire, il a quand même tous les moyens de le faire parce qu'il y a un tel de support autour de nous pour le faire, c'est pas ce qui manque. Et je veux dire, ça prend, à mon avis, beaucoup trop de place aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait voir, comment on organise demain. Nicolas Offenstadt, réponse. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord tous ces mouvements. D'abord, moi, ce qui me frappe dans ces mouvements qui appellent à revisiter d'une certaine manière le passé, c'est qu'ils sont assez variés. Vous savez, dans la discussion, par exemple, autour de Colbert, il y a quand même un ancien Premier ministre qui est quelqu'un d'assez modéré, qui a proposé aussi. Jean-Marc Ayrault. Voilà. C'est pas un excité des mouvements. Quand il était à l'Assemblée nationale, il l'a pas fait. Oui, bien sûr. Mais pour vous dire que président du groupe PS pendant des années à l'Assemblée nationale, c'est pas pour je défends pas la position. Je dis simplement que c'est plus. Il y a souvent des arrière-pensées derrière, c'est pour ça. Bien sûr, mais il y a aussi certains historiens qui se sont dit Colbert c'est un aspect de l'histoire de France, mais il y en a d'autres qu'on peut tout à fait valoriser. Donc c'est un mouvement pluriel, si vous voulez. On peut pas réduire ça à quelques mouvements. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez un ancien Premier ministre, vous avez des historiens, vous avez des associations. Donc moi je pense quand même qu'il faut les écouter. Et puis toutes les histoires ne sont pas les mêmes. J'y insiste. Vous avez raison. Il peut toujours y avoir une utilisation de l'histoire, mais il y en a aussi. Vous parliez d'un célèbre présentateur, il fait de l'histoire un business pour un historien. Voilà. Donc il y a des tas de gens qui font de l'histoire un business. On a même parlé de l'histotainment pour parler de ces gens qui passent leur temps à utiliser l'histoire comme une distraction, alors que parfois elle est très lourde. Donc il y a cet aspect-là, vous avez tout à fait raison. Mais moi je pense aussi qu'on peut accepter qu'il y ait des mémoires qui soient plus blessées que d'autres. On n'a pas tous les mêmes ancêtres, on n'a pas toutes les mêmes histoires. Donc quand vous êtes les héritiers d'un génocide, quand vous êtes les héritiers d'une violence, parfois même à l'échelle du grand-père, c'est-à-dire que ça a pu être transmis directement, ce n'est pas pareil que si vous êtes d'une longue lignée paysanne qui a eu la chance de passer à travers les gouttes. Donc on peut comprendre qu'il y ait des histoires variées. Et ça, je pense que dans une société mature, dans une société qui est équilibrée. Est-ce qu'il faut effacer ou simplement expliquer? Il faut effacer jamais. Effacer, ça n'a pas de sens. On efface. Non, mais non. Et c'est là où il y a une mauvaise opposition. On n'efface pas du tout. Il y a plusieurs solutions. Imaginons, alors je vais vous expliquer. Imaginons qu'on soit d'accord collectivement après un vote démocratique ou un référendum. Ça arrive d'ailleurs en Allemagne pour débaptiser des noms de rues. Ils ont organisé des référendums parce qu'il y avait de lourds débats. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a au moins 3 solutions, au moins. Premièrement, personnage trop controversé, on hésite, on peut très bien garder la statue et la mettre dans un musée. C'est ça, exactement. C'est comme ça a été fait, par exemple, dans le bloc de l'Est. Vous savez, les statues des anciens dirigeants communistes, que ce soit à Sofia, à Moscou ou ailleurs, elles sont dans des parcs aux statues même pas seulement des musées. Donc du coup, là, il n'y a pas de destruction, c'est même pas abîmé du tout pour certaines. Vous allez les visiter. Donc si vous vous intéressez à tel ou tel aspect, vous pouvez voir la statue. Deuxième solution,
Un personnage, évidemment, comme beaucoup d'autres, a plusieurs aspects. Il a des aspects qu'on considère comme positifs aujourd'hui, du point de vue de la mémoire, d'autres négatifs. Colbert, évidemment, c'est un personnage multiple. On ne peut pas le réduire à un aspect ou à un autre, évidemment. Donc, dans ce cas-là, on peut dire, ben voilà, il y a des statuts qui posent question. Dans ce cas-là, on peut mettre une petite explication en disant, ben voilà, Colbert. D'ailleurs, même la politique économique ou commerciale de Colbert, elle est discutée. Donc, de toute façon, tout est discutable. Donc, on peut très bien mettre un panneau, une explication ou une borne numérique, si on veut être plus discret, et les gens s'informeront sur les différents aspects de Colbert. Donc ça intègre aussi des aspects plus contestés. Donc vous voyez, sans détruire, on peut mettre dans un musée, on peut expliciter. Et il y a même une troisième solution, moi, que je trouve intéressante, qui est parfois utilisée, c'est qu'on complète l'œuvre. C'est-à-dire qu'on met une œuvre qui dit autre chose. Donc si on considère qu'un personnage représente pas trop la violence coloniale, mais qu'on veut le garder, on va mettre une statue, on va mettre une œuvre d'art. contre-statue. Il n'y aura pas de limite, Nicolas, je suis désolé. J'ai même vu que maintenant, les statues de Gandhi étaient. On reprochait à Gandhi. Il y a Victor Schoecher. Il n'y aura jamais de limite à cette recherche de pureté. L'homme est. Non, mais c'est pas. Bien sûr. L'histoire, elle n'est pas noire ou blanche, elle est grise, l'histoire. Mais c'est pas une recherche de pureté. Moi, ce que je trouve intéressant, si vous mettez une explication devant une statue, vous cherchez pas la pureté. Mais non, mais c'est à chacun de c'est long, il y a beaucoup de choses. Alors, Marianne Soubré, maître Soubré. J'ai une autre question. Ma génération, en fait, j'ai eu le bac en 1989, donc c'était quand même bien longtemps après 62. Pourtant, je fais partie de ces élèves qui ont jamais appris la guerre d'Algérie. Jamais, j'en ai entendu parler. Enfin, bien sûr, je le savais parce que, mais j'ai des parents. Et est-ce qu'on n'est pas en train de payer ça? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de payer le fait qu'on n'a jamais expliqué nos torts? Éventuellement nos apports. Enfin, je veux dire, on a complètement occulté certains faits de notre histoire. Aujourd'hui, c'est plus dans les livres d'histoire actuels que dans les nôtres, en fait. Oui, alors, sur la question de l'enseignement de la colonisation et de la décolonisation, en fait, elle est dans les programmes depuis très longtemps. Parfois aussi, on oublie. Mais si on regarde, il y a eu des travaux qui ont été faits. On sait que depuis les années 80, les questions des colonies et de la décolonisation est présente. Alors, vous plus ou moins. Vous, excusez-moi, moi je l'avais pas. Plus ou moins selon les moments, évidemment. Mais on a appris, mais ça s'appelait les événements d'Algérie. C'était pas la guerre. Bien sûr, mais vous avez raison, les choses ont évolué. Ceci dit, il y a déjà eu de lourds débats en France. Vous vous souvenez peut-être des débats sur la torture, quand même, pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a quand même eu des débats publics. Un historien trouvera qu'il n'y en a jamais assez. On a envie d'aller dans votre sens, mais c'est intégré à l'école et dans les programmes scolaires, largement, depuis les années 80. Alors la question qui se pose, évidemment, et qu'on a toujours ce problème, j'ai eu ce débat-là pour d'autres questions. On me disait, oui, mais on oublie les généraux de la guerre de 14, mais on oublie tel aspect. Le problème, c'est qu'un le temps scolaire, et c'est plutôt à la réduction, il n'est pas extensible. Or, et j'y insiste, l'histoire, elle découvre des choses tout le temps. Donc on est dans un problème très, très délicat. C'est-à-dire qu'on sait de plus en plus de choses, on a envie d'intégrer de plus en plus de questions, et le temps scolaire n'est pas extensible à l'infini. Donc il faut qu'on fasse des choix. Mais moi, une question à vous poser. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a érigé ces statuts, la France, on va dire qu'elle était uniforme, la population française. D'accord ? Aujourd'hui, la population française, elle a changé depuis les années 60, 70. L'immigration est arrivée, la mondialisation est arrivée, l'immigration est arrivée. Donc, est-ce que toutes ces entités qui sont arrivées, elles doivent s'inscrire dans le roman national qui continue en disant « je suis dans un pays et c'est nous » ou est-ce qu'au contraire, c'est je, parce que je suis moi dans ce pays et j'ai une partie d'histoire que je revendique. Alors, qu'est-ce qui doit être privilégié ? Le nous ou le je ? Parce que si c'est le jeu, on va pas s'en sortir. Il y a des statuts vont tomber. Non. Alors d'abord, premièrement, est-ce que il faut rappeler quand même que vous parlez d'un temps, si on prend la Troisième République, par exemple, qui est le temps de fixation du roman national, c'est-à-dire là où on le mettait le plus en avant l'idée d'une histoire unifiée, d'une histoire qui nous menait le roman national. Le roman national depuis les Gaulois jusqu'à aujourd'hui. D'abord, vous savez, il y avait d'autres types de divisions. Vous vous rappelez peut-être pas, mais par exemple, les grèves étaient d'une violence incroyable, la manière dont elles étaient réprimées avant 1914. Donc il y avait une lutte des classes qui était extrêmement virulente. Donc la société avait ses fractures, avait ses divisions. Le travail des enfants au 19e siècle, c'est encore terrible dans les mines et il a fallu attendre les lois de la fin du 19e siècle et encore. Donc du coup, on était dans une société qui avait évidemment d'autres clivages, d'autres violences. Donc il ne faut pas toujours imaginer que dans le passé, c'était mieux, on était plus unis. Il y a eu extrêmement des grandes violences. Non, mais je parle juste de l'histoire. Oui, mais là, il y avait déjà plusieurs récits. Oui. Vous n'aviez pas le même récit si vous étiez un ouvrier des mines et si vous étiez un patron des mines. C'était pas la même histoire. C'était pas la même identité. Là, vous parlez effectivement socialement, tout le monde vivait pas la même chose. Tandis que là, c'est des identités culturelles et culturelles. Beaucoup dans des revendications identitaires, en fait. Et pas du tout historiques, en fait. Vous avez une minute.
Oui, alors moi je pense ce qui est intéressant, c'est quand même d'intégrer des voix plurielles. Alors ça ne veut pas dire de tout casser, de raconter chaque histoire individuelle, vous avez raison, si chacun... Mais je pense qu'il y a quand même des revendications qui sont, on pourrait dire, pérennes, qu'on entend depuis longtemps. Et vous le dites vous-même, il faut intégrer plus l'histoire des colonies. On a les compatriotes, les concitoyens des dom-tom qui demandent à ce que leur histoire aussi soit intégrée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut entendre. Il ne s'agit pas de substituer une histoire à une autre, il ne s'agit pas de mettre un grand jeu à la place d'une autre, mais il s'agit, moi je trouve ça intéressant, de montrer des histoires plurielles. Et par exemple, vous avez des moyens de le faire même scolairement. On fait tout ça, on explique un récit assez unitaire, et puis on va prendre un thème, un dossier. Vous savez, dans les manuels scolaires, vous avez souvent le dossier. Si vous variez un peu les dossiers, par exemple, même il y a des choses simples, par exemple, on racontait toujours la bataille de Verdun, parce que c'était une bataille où la France était en majesté, elle se défendait. Maintenant, on intègre des batailles où la France, c'est elle qui attaquait, et c'était parfois moins glorieux. Donc on est capable de raconter des histoires plurielles, ça ne veut pas dire que vous cassez l'unité. Oui, mais on fait quoi de l'avenue du Maréchal Bugeaud à Paris, alors? Et de Napoléon? Ça, ce sont des choix qui peuvent être tout à fait faits démocratiquement par les autorités qui en sont responsables. Vous pouvez très bien débaptiser des rues. Ça s'est fait tout le temps. Regardez les municipalités communistes. Combien de rues Lénine ou Maurice Thorez ont disparu? Et d'ailleurs, pour prendre il y a encore quelques rues Lénine, je crois. Il y en a encore, bien sûr. Mais il y en a aussi qui ont disparu. De même, Alexis Carrel, ce médecin pétainiste et eugéniste, ces rues ont aussi disparu. Donc ça, je crois qu'il faut accepter que l'histoire, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler ensemble démocratiquement. Merci Nicolas Offenstadt d'être venu discuter avec les GG. Passez une bonne journée. On se retrouve demain dès 9h avec justement Maxime Liédo, étudiant en histoire, Gilles-William Golnadel, avocat, Joël Dagosseri, auto-entrepreneuse, et à 12h20, on parlera d'un secteur d'activité qui est toujours à l'arrêt. Ce sont peut-être des milliers d'emplois à la clé aussi qui vont disparaître. Ce sont les boîtes de nuit, les discothèques, et c'est Jean Roch, propriétaire du VIP Room, qui viendra passer le grand oral des GG. Passez une bonne journée et rendez-vous demain à 9h. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.